après, c'est là que j'allais. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Je suis content de vous voir en aussi grand nombre et voir votre intérêt là, envers le dossier des inondations à Saint-Raymond. Je me présente, Marc-André Demers, là, je suis chargé de projet du comité Rivière. Je suis aussi le coordonnateur à la gestion intégrée de l'eau pour la CAPSA, l'organisme de bassin versant des rivières Sainte-Anne, Portneuf et du secteur de la Chevrotière. Ce soir, c'est une soirée un peu spéciale. C'est une soirée axée là, sur la formation puis sur notre compréhension de la rivière et la compréhension de la démarche du comité Rivière en tant que tel. Donc, sans plus tarder, j'introduis Benoît Turcotte. Benoît Turcotte, c'est le professionnel de recherche de M. Morse, les mandataires à étudier les problèmes d'embâcle sur la rivière Sainte-Anne. Donc, on va avoir le plaisir... Benoît, je peux te présenter un peu. C'est un doctorant en... Oh, ça, je m'en souviens plus suffisamment. J'ai fini mon doctorat. Donc, je suis un Docteur, pardon. Génie civil. Génie civil. Donc, ce soir, il va vous présenter là, les phénomènes de glace et un peu les dernières embâcles qu'il y a eu à Saint-Raymond dans les dernières années. Donc, sans plus tarder, je vous passe la parole. Merci Marc-André. Bonsoir tout le monde. La voix, je pense que ça va. Je n'ai pas besoin de crier plus fort que ça. Je pense que ça devrait aller. Le petit ventilateur de la machine ne vous dérange pas trop, ça va? Parfait. Donc, comme Marc-André m'a présenté, moi et Brian, on est de l'Université Laval, département de génie civil. Et puis, on a le mandat d'identifier des solutions pour contrer les inondations par la glace dans la ville de Saint-Raymond. C'est une présentation aujourd'hui qui dure à peu près une trentaine de minutes, puis j'avais prévu peut-être répondre à des questions avec Brian, évidemment, et puis pendant encore une trentaine de minutes après la présentation, peut-être discuter de certains enjeux qui pourraient être soulevés lors de la présentation. En espérant être le plus clair possible, j'ai essayé de vulgariser au maximum. Tout le monde ici sait c'est quoi une rivière, donc on part déjà avec ça d'acquis. Le plan de la présentation, c'est assez simple. Donc, je vais parler du processus de glace en général, qu'est-ce qu'on trouve dans une rivière en milieu nordique comme à Saint-Raymond. Je vais présenter quelques résultats sommaires préliminaires de notre étude hydrodynamique avec glace. Je vais ensuite rapidement présenter certaines particularités de la rivière Sainte-Anne à Saint-Raymond. Donc, pourquoi est-ce qu'on est inondé? Pourquoi est-ce que Saint-Raymond fait les nouvelles plus souvent que d'autres municipalités? Pourtant, on sait que pas mal de villes sont bâties le long des rivières au Québec. Puis pourtant, c'est Saint-Raymond qu'on voit souvent dans les nouvelles, surtout au printemps. Et puis, je vais rapidement aussi passer sur le mandat que nous avons à l'Université Laval. Je vais décrire le mandat, ses objectifs. Donc, la présentation, comment elle va fonctionner? Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, je vous invite à m'interrompre. Si vous pensez que c'est une question d'ordre général qui va faciliter la compréhension de tous, ce serait important de juste m'interrompre, de lever la main ou je vais immédiatement clarifier mes propos. Si vous avez des questions plus particulières, je vous invite à prendre en note peut-être le numéro d'acétate, que ici, j'ai le numéro 3, donc ça va aller jusqu'à une quarantaine d'acétates peut-être. Et puis on va revenir à ça suite à la présentation. La complexité des processus de glace, on aime ça dire dans notre domaine que c'est très complexe. Donc une rivière en milieu nordique est beaucoup plus complexe qu'une rivière sans glace. Pourquoi? Ce diagramme-là va vous l'illustrer un peu. Donc si on commence avec des conditions météorologiques, donc le climat affecte le débit des rivières, les étiages, donc le régime hydrologique et également la température de l'eau, on s'entend. Donc ça, c'est assez simple. D'un autre côté, on a la géologie, la géographie du bassin versant qui, elle, va dicter un peu les caractéristiques du chenal, comme ici à Saint-Raymond, la rivière Sainte-Anne, rivière Bras-du-Nord également. À travers les conditions d'écoulement, on va avoir des interactions. Donc, la météo, la combinaison des conditions météorologiques, du climat et la géographie du bassin versant. À travers les conditions d'écoulement, il va y avoir plusieurs interactions à travers ça. Et évidemment, notre préféré ici, c'est les processus de glace. Donc, les processus de glace qui sont directement affectés par les conditions météo, qui interagissent avec le débit, les conditions d'écoulement et le régime thermique.
Donc, c'est pas nécessairement très, très simple. Donc, quand on parle de régime thermique, on parle en gros de la température de l'eau, température de la nappe phréatique. Donc, c'est notre diagramme pour essayer de comprendre toutes les interactions. Maintenant, je m'arrête là. La présentation est quand même beaucoup plus simple que ce diagramme-là. Donc, si on parle maintenant des processus de glace, qu'est-ce qu'on peut observer durant l'hiver, du début de la prise de glace jusqu'au départ des glaces? Quels sont les processus qu'on peut observer? Bien, premièrement, au début de l'hiver, les vagues de froid soudaines, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont créer souvent ce qu'on appelle des embâcles de surface. Okay? Donc, un couvert de glace qui va être initialement flottant. Donc, il y a certains endroits sur la rivière où vous allez voir un couvert qui va se former très rapidement dès les premiers froids. Lorsqu'il y a un froid qui perdure, donc une vague de froid, souvent avant Noël, on voit ça, des moins 20, moins 25 dans certaines nuits avant Noël pendant 3 ou 4 jours. Là, il y a production de phrasie, donc des petits cristaux de glace qui se forment dans l'écoulement et qui vont venir se stocker sous le couvert de glace qui s'est formé durant les jours précédents. Okay? Donc ça, c'est une accumulation de glace sous la glace existante, si on veut. Sur les fonds rocheux, donc on sait que la rivière Sainte-Anne, c'est une rivière à lit graveleux, donc il y a des petits rapides, il y a des seuils, il y a des endroits un peu plus profonds. Donc tout ces caractéristiques-là font que il va y avoir de la glace de fond qui va se former à certains endroits, qui va être observable. C'est tout simplement des cristaux de phrasie qui vont se coller sur les roches du fond de la rivière. Ce n'est pas un phénomène majeur ici, mais ça arrive quand même. Et puis dans les rapides et les chutes, je ne sais pas, moi personnellement, je n'ai pas encore vu la prise de glace de la rivière Sainte-Anne à plusieurs endroits, mais il y a possibilité de formation de barrages de glace qui, ça, sont quand même, c'est carrément un barrage fait en glace et puis l'eau coule par-dessus. C'est un phénomène qui se développe surtout dans les rapides et sur les seuils et les chutes. Pendant la période hivernale maintenant, ce qu'on a connu en 2013-2014, c'est un hiver rigoureux. Donc, ça mène à un épaississement du couvert de glace. Non seulement parce que l'eau perd de la chaleur, donc la glace s'épaissit. En plus de ça, les chutes de neige contribuent à l'épaississement de la glace en s'appuyant sur le couvert de glace, puis en faisant ce qu'on appelle de la glace blanche. Je vais montrer une photo un peu plus loin. Il y a également la production de phrasie qui peut continuer pendant quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, et même pendant tout l'hiver à certains endroits. Et puis ça contribue à épaissir le couvert de glace. Lorsque vous avez un redout, habituellement un redout, on pourrait dire qu'un redout mène à une fonte, mais en hiver, les redouts qu'on a, surtout au Québec, et puis en attendant des changements climatiques majeurs, ce qu'on a comme redout en général, c'est 2-3 degrés avec beaucoup de pluie. Ça, ce que ça fait, c'est qu'on n'a pas assez de chaleur pour vraiment faire fondre le couvert de glace. Par contre, on a de la pluie. Si cette pluie-là réussit à casser les glaces, à ce moment-là, on parle d'une débâcle hivernale. Donc, le débit qui augmente, qui casse les glaces. Sinon, ça va mener à un épaississement parce que cette eau-là va saturer la neige, va épaissir encore plus le couvert de glace. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que dans un contexte de changement climatique, si on pense qu'on va avoir plus souvent des redouts hivernaux, on n'aura pas nécessairement un couvert de glace qui va être moins épais. Il va possiblement être plus épais. Donc ça, c'est un peu contre-intuitif. C'est un phénomène qu'on va peut-être observer. Maintenant, au printemps, donc on a 2 scénarios possibles. Le scénario rêvé, pour tout le monde ici, c'est un redout graduel. Okay? Donc, la glace qui se détériore en place, qui fond en place, et puis les embâcles, s'il y en a, sont mineurs, ne causent pas d'inondation. Souvent, par contre, ce qu'on va avoir, c'est que finalement, il va y avoir un épisode de pluie quand même assez fort. Il va y avoir un redout quand même assez marqué, comme on a eu en 2012, donc 20 degrés Celsius et plus autour du 20 mars. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et puis ça mène à une débâcle soudaine et nécessairement à la formation d'embâcles sur la rivière Sainte-Anne. Donc ça, c'est tous les événements, ça, c'est tous les processus qui peuvent affecter la rivière. Et puis bizarrement, Saint-Raymond là, gagne un peu le gros lot, de sorte que c'est pas mal tous les événements qui se passent, bon an, mal an. Donc ceci dit, maintenant, je vais vous présenter un peu quelques images, quelques schémas de ce que je viens de raconter. Donc là, vous me voyez gesticuler, essayer de vous décrire ça. Je vais vous montrer quelques photos. Donc sur ce diagramme-là, ce que vous voyez, c'est comme une échelle temporelle un peu. C'est que, pardonnez que ce soit en anglais, donc à gauche,
Ici, on a température de l'eau qui est plus élevée que 0 degré Celsius. Okay, donc le TW plus gros que 0 degré Celsius, ça veut dire que tant que votre eau n'est pas à 0 degré Celsius, vous n'avez pas de glace, puis on s'entend, tant que l'eau n'a pas atteint 0 degré Celsius, vous n'aurez pas de glace sur la rivière Sainte-Anne. Lorsqu'on a une vague de froid, on a ce qu'on appelle la surfusion. La température de l'eau descend légèrement sous le point de congélation, okay, quelques millièmes de degrés, et c'est ça qui va former les cristaux de Frasie, okay, qui vont initialement se former dans toute la colonne d'eau. Et puis, comme on sait que la glace flotte, si on est dans un endroit très turbulent, il y a des cristaux de glace qui vont aller se coller sur le fond. Si on est dans un endroit qui est plutôt tranquille, les cristaux de glace vont émerger à la surface, vont être transportés et vont se fusionner pour créer des plaques de glace de plus en plus grandes à mesure que le temps passe et à mesure qu'on descend vers l'aval de la rivière. Donc, c'est ça qu'on va pouvoir observer finalement. Si on met une caméra par exemple ici sur le pont Chalifour, et puis qu'on prend des photos à chaque 30 minutes pendant des jours complets, on va voir en premier du Frasie passer, puis finalement des plus grosses plaques, et puis la formation d'un couvert complet qui va s'effectuer par la suite. Donc c'est ce que ce diagramme-là montre. La glace de fond, vue par un poisson, ça ressemble à quoi? C'est un peu comme de la slush, si on veut, qui serait collée sur le fond. Donc ça, c'est une photo aquatique. C'est de la slush qui serait collée sur le fond. Ce n'est pas un problème qui a l'air d'être majeur à Saint-Raymond, donc on s'en tire avec ça. Le Frasie à la dérive, donc sur cette photo-là, on voit c'est la rivière Montmorency. Donc on regarde vers l'aval, donc vers le bas de la rivière. En rive gauche et en rive droite, on a de la glace de rive. Et dans le centre du chenal, on a le Frasie à la dérive, dans un chenal qui éventuellement va se refermer. Et c'est un endroit typique où est-ce qu'après ça, on va observer formation d'une accumulation de Frasie sous le couvert de glace. Un couvert de glace qui se forme par le Frasie, on peut dire que c'est une formation d'un couvert qui est très dynamique, qui est très rapide. Ici, sur cette photo-là, ce qu'on voit, c'est, encore une fois, la rivière Montmorency à Beauport. Et puis, vous voyez une photo qui est prise un soir, je pense que c'était un 24 décembre. Et puis, le matin, au 25 décembre, on avait ce couvert de glace-là. Donc ça, c'est un couvert de glace typique de ce qu'on appelle un embâcle de surface. C'est un couvert qui est très rugueux, qui a des monticules, etc., qui est fait par du Frasie massivement qui est arrivé à cet endroit-là. Et puis, évidemment, cet endroit-là, s'il y a du Frasie qui continue à arriver de l'amont, donc des secteurs de rapides comme on a ici à Saint-Raymond, en amont de Saint-Raymond, on a des rapides qui produisent du Frasie. Si le Frasie continue à arriver, va se stocker sous ce couvert de glace-là et le niveau d'eau va monter tant et aussi longtemps qu'il y a de production de Frasie, et ça même si le débit descend. Donc le concept de niveau d'eau versus débit, je vais clarifier ça également avec un petit diagramme. On a ici une figure qu'on aime beaucoup montrer qui est de Bernard Michel, qui est un ancien professeur de l'Université Laval, avec Marc Drouin, je pense, 1981. C'était un embâcle de Frasie sur la rivière Lagrande, donc à la baie James. C'est juste pour vous dire que ici, vous avez une distance en kilomètres, qui n'est pas très importante. Ce qui est plus important, c'est de 15 mètres à presque 35 mètres, donc environ 18 mètres de Frasie à cet endroit-là. Donc ça, ce que je veux montrer par là, c'est que tant qu'il y a de l'espace pour stocker du Frasie, le Frasie va se stocker. Et puis le Frasie va se stocker à un endroit donné jusqu'à ce que le courant soit trop fort, soit trop confiné par le Frasie. Alors là, le Frasie va circuler un peu plus loin et va créer des accumulations un peu plus loin. Okay? Donc ça commence de l'amont, de la source de Frasie, puis ça s'étend vers l'aval. Et puis ça peut continuer comme ça. On parle probablement d'un hiver froid dans ce cas-là qui a créé cette espèce de monstre là, de plusieurs millions de mètres cubes de Frasie sous un couvert de glace. Vu du dessus, évidemment, ça prend des instruments. Je sais qu'ici à Saint-Raymond, on prend des mesures de Frasie. Vu du dessus, un embâcle, un barrage de Frasie majeur, un barrage suspendu qu'on appelle, ça ressemble à ça. C'est finalement, il y a tellement de pression, on sait que la glace flotte, donc il y a tellement de pression en dessous que le couvert existant se fracture, se bombe et a cette espèce d'apparence-là. Finalement, ça, c'est le signe qu'il y a une accumulation massive de Frasie sous un couvert de glace. Mais est-ce qu'il y a du Frasie à tous les hivers? Non. Il y a du Frasie à tous les hivers. Ça, c'est garanti. Est-ce que c'est les chutes qui
sont les principaux producteurs de fraisiers? C'est tout ce qui est rapide. À chaque fois qu'on voit de l'eau, du fraisier peut se former à la surface de l'eau d'un lac, si on veut, ou un endroit où est-ce que il n'y a pas beaucoup de courant. Mais les gros secteurs de production de fraisier, c'est les rapides, les seuils, les chutes, les affluents également. Donc les embranchements, les petites rivières, les petits ruisseaux qui se jettent dans la rivière Sainte-Anne, dans la rivière Bras-du-Nord, peuvent également être des sources de production de fraisier. Évidemment, grossièrement, on peut dire que si on a un hiver qui a un scénario où est-ce que il n'y a pas de gros froid, et puis le couvert de glace se forme graduellement, versus si on a un hiver qui est très froid subitement, bien, la production de fraisier peut être multipliée par 10 ou divisée par 10 finalement, dépendamment du scénario. Donc on parle quand même qu'il peut y avoir des très gros ordres de grandeur de différence. D'où le fait que Saint-Raymond, des fois, est inondé ou presque inondé seulement par du fraisier. Et puis d'autres années, bien, le couvert de glace est quand même relativement bas, puis il n'y a pas trop de problème. Donc c'est vraiment le climat qui dicte ça. Oui. Le fraisier, c'est pour qui est bâti à peu près 10-15 km, est-ce qu'on se rend... Il va se rendre, ben, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une zone pour l'intercepter, si c'est des rapides sur 15 km, le fraisier, sans problème, va arriver. Donc, juste une place ciblée, supposons, il y a des rapides un peu à un endroit, alors ça, l'eau descend avec un fraisier, il va-tu aller se coller bien loin? Ça peut descendre aussi loin, c'est-à-dire qu'on a la zone de production, et puis tant qu'on n'a pas une zone de stockage où est-ce que le courant n'est pas assez fort pour ramener ce fraisier-là, ben à ce moment-là, le fraisier va se stocker à cet endroit-là. Par contre, si c'est une zone qui n'est pas trop profonde, ça ne prendra pas beaucoup de temps que cette zone-là va se remplir de fraisier. Et puis là, le courant sous cette espèce de barrage de fraisier-là va devenir tellement important que là, le fraisier va être emporté. Donc finalement, ça va remplir toutes les fosses de la rivière, à gauche et à droite. Ça va remplir tous les orifices, si on veut, jusqu'à ce que ça arrive à Saint-Raymond. Après ça va remplir Saint-Raymond. Puis si on pousse au maximum, ça va remplir tout le barrage, tout le réservoir du barrage de Chute-Panay. Puis là, ça s'en va en aval à ce moment-là. C'est juste que là, on parle de barrage Chute-Panay a quand même un moyen réservoir. Donc, en général, tout le fraisier va être stocké là, en amont du pont de fer. Là. C'est ce qu'on tend à observer d'après moi. Ça veut dire, monsieur, que si le couvert de glace se fait rapidement à l'automne, il peut avoir quand même du fraisier dans le tour. C'est-à-dire que le couvert de glace dans les zones tranquilles va se former rapidement. Ça va prendre plusieurs jours à plusieurs semaines avant que le couvert de glace se forme dans des rapides. Et puis, des fois, dépendamment des endroits, ça n'arrive jamais. Donc, il y a certains endroits où est-ce que vous allez avoir une production de fraisier en continu, si on veut, pendant tout l'hiver. En général, c'est quand même pas toute la rivière, parce que la rivière va essayer de se développer un couvert de glace, si on veut. Mais en gros, il va y avoir production de fraisier tant que le couvert de glace ne sera pas là, parce que le contact entre l'air à moins 10, moins 15, moins 25 et l'eau qui est à 0 degré Celsius, nécessairement va générer des cristaux de fraisier. Ouais. Donc, le petit barrage de Stacas, c'est pas fameux. C'est une usine à fraisier. Il va être dégagé tout l'hiver. Le barrage Estacade stocke du fraisier. En amont. Oui, en amont. Donc, stocke du fraisier en amont parce qu'il y a un réservoir qui a été créé. Okay? Donc, forcément, stocke du fraisier. Maintenant, est-ce que sa capacité commence à être réduite par le dépôt des sédiments? Possiblement. Et puis, la petite chute sur le seuil du barrage est également une zone de production de fraisier, mais c'est mineur parce que c'est quand même une dizaine de mètres de chute comparativement à des dizaines de kilomètres en amont. Donc, c'est quand même assez mineur. Donc, on ne peut pas blâmer, dire on va enlever le barrage parce que la chute de l'estacade crée un problème. Par contre, de ce que j'ai vu de toute façon, c'est que cette chute-là arrive à se former un couvert de glace, bizarrement, et puis l'eau commence à couler entre le béton et puis un espèce de couvert de glace. Donc, éventuellement, en hiver, là, on n'a pas de problème de production de fraisier causé par l'estacade. Maintenant, est-ce qu'elle continue à stocker du fraisier en amont? Probablement pas. Ou très peu. L'épaississement d'un couvert de glace, donc pour ceux de la ville, le personnel de la ville qui a été faire des trous dans la glace pour mesurer les épaisseurs ont probablement vu des choses comme ça. Donc ça, c'est un couvert de glace typique.
Sur le dessus, vous avez de la glace blanche, ce qu'on appelle la glace blanche ou de la glace de neige. C'est tout simplement de la neige qui s'est accumulée sur le couvert de glace, qui a été inondée par l'eau qui a gelé pour former cette glace blanche-là. La glace noire ou la glace thermique, c'est tout simplement de la glace qui se forme par perte de chaleur, si on veut. Donc, plus il fait froid, plus cette glace-là va s'épaissir. Donc, vous avez habituellement en rivière, en lac, une combinaison des deux. Et le ratio va dépendre. Si on a un hiver qui est très doux et très neigeux, dominance de glace blanche. Si vous avez un hiver très froid, peu de neige, dominance de glace noire ou de glace thermique. Excuse-moi, la glace noire, est-ce que la glace de Phrasie, c'est une glace noire? La glace de Phrasie, c'est hybride. C'est une glace... la glace de Phrasie va plus ressembler à de la glace blanche. OK? C'est-à-dire que là, si vous avez un couvert de glace, il y a du Phrasie qui stocke en dessous, et puis le Phrasie, initialement, c'est comme de la slush. Mais évidemment, cette matrice-là, ce mélange d'eau et de slush-là va geler par couche et va créer une espèce de glace blanche qui est un peu distincte. Là, la cristallographie peut être un peu distincte, mais de visu là, comme ça, ici, il n'y a pas de glace de Phrasie vraiment, parce que la glace de Phrasie serait possiblement dans des couches thermiques, parce que le Phrasie s'accumule en dessous du couvert de glace. Okay? Donc la glace blanche est toujours sur le dessus, et le Phrasie, la glace thermique, toujours en dessous. Ici, sur la rivière Montmorency, donc un ratio différent, parce qu'on voit très peu de glace thermique, beaucoup de glace de neige, donc qui dit que premièrement, on était à un endroit possiblement différent, puis que l'hiver était différent également. Donc là, la débâcle, c'est probablement ça qui nous intéresse le plus ici, la débâcle des glaces. Donc, qu'est-ce qui se passe à la débâcle? C'est quoi qui dicte la débâcle? Quand est-ce que ça se produit, etc.? C'est assez simple, c'est deux forces. Il y a les forces qu'on appelle les forces dynamiques, donc le mouvement, versus des forces statiques, des forces qui résistent à ce mouvement-là. Les forces dynamiques, c'est quoi? C'est simple, c'est le débit, okay? Donc qui est augmenté, si on veut, par le ruissellement, la pluie ou la fonte de neige, la pluie et ou la fonte de neige, et puis évidemment la pente du cours d'eau. On sait que la rivière Sainte-Anne, en amont de Saint-Raymond, on va le voir sur des diagrammes plus loin, mais en amont de Saint-Raymond, la pente de la rivière est un peu supérieure à ce qu'on a ici, dans le centre-ville. Donc ça, c'est une force qui tend à briser le couvert de glace. Plus le débit va augmenter, plus cette force-là va être importante, va tenter de briser le couvert de glace. La force qui résiste, c'est la glace elle-même, la glace qui est soit fusionnée avec les berges, qui est fusionnée avec le lit de la rivière. Donc ça, c'est la force de résistance. Et puis, comment est-ce qu'on réussit à dégrader cette glace-là? Ça va être soit avec des températures douces et avec de l'ensoleillement. Donc, on va non seulement faire fondre la glace, mais surtout, le plus important, c'est qu'on va détruire sa capacité. On va détruire les liens entre les cristaux et on va la dégrader. Pour ceux qui ont peut-être vu des blocs de glace laissés sur les berges quelques jours à quelques semaines après la débâcle, le soleil travaille à défaire les cristaux et puis finalement, ça se défait avec les doigts. Là. Les blocs de glace, même de plusieurs mètres, peuvent se défaire avec les doigts. Donc ça, c'est l'effet du soleil, des ondes du soleil qui dégradent la glace. Puis évidemment, la géométrie du chenal, si on a un rétrécissement, si on a une courbe, ça fait une résistance à la rupture du couvert de glace et à sa mobilisation. Donc, ça prend possiblement plus de débit, par exemple, pour casser le couvert de glace dans un rétrécissement que dans un élargissement, par exemple. Juste pour une question de terminologie, lorsqu'on a la rupture ou la mobilisation du couvert de glace, on va parler d'un train de glace. Donc, lorsqu'on a des glaces qui sont en mouvement, que ce soit temporairement ou que ce soit sur toute la rivière, on va parler d'un train de glace qui dévale la rivière. Le seuil, ou ce qu'on appellerait le débit de mobilisation du couvert, donc à quel débit est-ce que le couvert de glace va se mettre en mouvement, évidemment, c'est différent d'une section de rivière à l'autre. Okay? Donc, logiquement, ce qui va se passer, c'est que une section de couvert avec une morphologie, avec une caractéristique de glace donnée, va se mettre en mouvement avant d'autres. Forcément, c'est jamais... la nature est assez complexe qu'on a très rarement des rivières qui se vident de leur glace de l'aval vers l'amont et puis qui ne créent aucun problème. En général, on a une section en amont dont les glaces vont lâcher, puis en aval, on a un couvert de glace résistant. Donc forcément, le résultat, c'est qu'entre les deux, on a des amoncellements ou des embâcles qui vont se produire.
Donc ça, c'est tout simplement le résultat que la rivière n'a pas les mêmes caractéristiques et pas uniforme, si on veut. Donc si j'illustre ça encore avec une espèce de diagramme, la glace s'affaiblit, il y a mobilisation. Ensuite de ça, la mobilisation peut mener idéalement au départ définitif des glaces, mais ce qui va se passer souvent, ça va être la formation d'un embâcle en quelque part. Il y a toujours un embâcle en quelque part dans une rivière lorsqu'il y a une débâcle. Ça peut être un embâcle mineur, majeur, il y a peut-être des gens qui le voient, il y a peut-être personne qui le voit parce que c'est en plein milieu de la forêt, mais en gros, il y en a tout le temps. Et puis là, la relâche de l'embâcle va créer un nouveau train de glace, va libérer une grosse masse d'eau, évidemment, et puis ça peut recréer un embâcle plus loin en aval, refaire un train de glace, recréer un embâcle plusieurs fois avant que la rivière se dégage de ses glaces définitivement. Donc c'est ça le problème qu'on a dans plusieurs municipalités, dont Saint-Raymond, c'est qu'on a cette alternance-là. La rivière trouve pas la façon de se vider de ses glaces de façon simple, donc créer des embâcles qui nous causent des problèmes. Le profil typique d'un embâcle, pardonnez encore une fois, c'est un diagramme en anglais, j'ai mis en rouge ce qui est important, c'est que vous avez ici l'amont, ici vous avez l'aval. À l'aval de l'embâcle, c'est là où on a un obstacle. Ça peut être un couvert de glace très épais, comme un barrage de Phrasie, ça peut être un pilier de pont, ça peut être une courbe. Donc, tout ce qui peut créer un obstacle à un train de glace le train de glace va s'arrêter, va former un embâcle. L'embâcle se décrit comme de l'aval vers l'amont, on commence avec le pied de l'embâcle, la section d'équilibre, si on veut, et la tête de l'embâcle qui reçoit des glaces. Et ce diagramme-là, ce qui est important, c'est que si on a un nouveau train de glace qui arrive de l'amont, on a deux scénarios, soit que l'embâcle va être relâché, ou soit que l'embâcle va grossir et l'inondation peut empirer. Okay? Donc, cette section d'équilibre-là peut se compacter et l'inondation, en conséquence, va augmenter. Je pense qu'au moins la moitié des gens dans cette salle ont déjà vu c'est quoi la relâche d'un embâcle. Donc, c'est une petite vidéo ici qui montre un peu la puissance que ça a, donc des vitesses de plusieurs km/h. Et puis, vous pouvez vous imaginer que lorsque ce train de glace-là en rencontre un obstacle, si jamais il y a un embâcle qui se forme, très, très rapidement, le niveau d'eau va augmenter. Donc, on parle de possiblement des mètres en 5 minutes, donc plusieurs centimètres par minute. Donc, ça laisse vraiment pas beaucoup de temps aux gens pour évacuer, pour réagir, pour s'organiser, parce que ça se passe très, très rapidement. Ce diagramme-là, c'est probablement le plus important de la présentation. C'est juste pour vous dire que, encore une fois, dans notre domaine de la glace de la rivière, on aime ça illustrer les rivières sans glace comme étant un problème un peu linéaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une courbe de tarage ou une relation entre le niveau d'eau sur l'axe vertical et le débit sur l'axe horizontal. Ça, c'est une relation qui s'applique à n'importe quel endroit. Vous pouvez faire cette courbe de tarage-là, vous pouvez la calibrer à n'importe quel endroit, dans n'importe quel cours d'eau. Et puis, c'est tout simplement caractérisé par une relation unique entre, à chaque fois que vous avez un niveau, ça correspond à un débit. Si vous avez un débit, vous avez nécessairement ce niveau-là. C'est pour ça qu'on peut vous dire c'était quoi le débit dans la rivière si le niveau atteint telle ou telle cote, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait. Maintenant, en hiver, là, c'est beaucoup plus mélangeant. C'est pas juste mélangeant pour vous, pour nous. C'est aussi mélangeant pour les experts qui essaient de vous donner vous fournir des données de débit en plein hiver. Là, à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. Lors de la prise de glace, la glace nécessairement crée une résistance à l'écoulement, nécessairement crée un refoulement. Donc, vous pouvez vous trouver pour un niveau donné, à un débit donné, n'importe où dans cette espèce de petite zone en bleu pâle là. Donc ça, c'est votre relation niveau-débit qui est plus linéaire. Maintenant, c'est rendu un espace. Alors là, c'est un espèce de casse-tête de savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Lors de la débâcle, le débit, évidemment, qui est plus grand et le niveau d'eau qui peut être encore plus grand. Okay? Donc ça vous dit que lorsqu'il y a de la glace dans un cours d'eau, vous vous trouvez en quelque part dans cette zone bleu-mauve-là. Si on met quelques informations là-dessus, disons que vous avez un seuil d'inondation. En général, le seuil d'inondation à l'eau libre
en général, les glaces vont être parties, donc l'effet de glace va s'atténuer, va disparaître. Si vous avez le seuil d'inondation, par exemple, au pont Chalifour, okay, donc ça, je vous donne des chiffres comme ça. Je regarde nerveusement les gens de la ville parce que je ne suis pas certain de mes cotes, mais en gros, si on dit que la cote 137, le restaurant chez Tiwi commence à avoir peur. Okay? La cote 137, c'est l'élévation au-dessus du niveau de la mer. Donc, cette cote-là, en mètres, correspond, dans le fond, 132,7, c'est à peu près le niveau du fond de la rivière. Okay? Ce qui veut dire qu'entre le fond de la rivière et puis le seuil d'inondation, vous avez quand même un 4,3 mètres. Donc, vous avez du jeu pour passer du débit sous votre pont Chalifour. Le débit qui passe sous le pont, ça va être à peu près quelque chose comme 650 mètres cubes par seconde, l'équivalent d'à peu près 1000 mètres cubes par seconde à Chute-Panay, parce qu'on sait que la rivière Bras-du-Nord va amener son débit. Donc, en gros, on va parler de ça. Donc, 600 mètres cubes par seconde pour la cote 137, qui est une relation à l'eau libre. Donc, si je vous dis demain, on annonce 650 mètres cubes par seconde à Saint-Raymond, vous êtes sur le seuil d'inondation, il n'y a pas de glace, on s'entend. Par contre, selon les données qu'on m'a fournies en février 2014, on était, disons, 10 mètres cubes par seconde, peut-être 5, peut-être 12, mais en gros, un ordre de grandeur, 10 mètres cubes par seconde. Et puis la cote qu'on a calibrée avec notre modèle, que je vais vous montrer par la suite, c'est 135,5 mètres. Donc le niveau d'eau en février à Saint-Raymond était à 135 mètres et non pas à, ici, 133, qui aurait été la cote s'il n'y avait pas eu de glace. Donc la glace créait pendant l'hiver un refoulement de 2,5 mètres environ. Okay? Ça, c'est pendant l'hiver, à faible débit, avant la crue printanière. La crue printanière, on a dépassé très probablement les 300 mètres cubes par seconde dans la rivière Sainte-Anne, parce qu'on a dépassé les 450 mètres cubes par seconde à Chute-Panay. Le niveau qui a été atteint va avoisiner quelque chose comme 138. 137,5, 138 mètres. 138, c'est le dessous du tablier du pont Chalifour. Et puis de ce que je me souviens, c'est qu'on a des glaces qui accotaient en dessous du tablier. Donc on est à peu près à cette cote-là. Cette cote-là, je ne veux pas vous dire à quel débit ça aurait correspondu. Probablement qu'il n'y a personne qui a jamais vu un débit sans glace atteindre ce niveau d'eau-là, ou très très rarement. En général, à 300 mètres cubes par seconde, sans glace, on aurait été à la cote 135,4 environ. Donc, l'embâcle à Saint-Raymond crée un refoulement de 2,6 mètres lorsqu'il y a eu l'inondation cette année. Donc, on parle du 16-17 avril, c'est ça? 15, 16, 17? 15-16. Donc, parler du niveau de la mer, parler du fleuve Saint-Laurent, mais... C'est ça. Ça, c'est la cote. Ça, c'est l'élévation. Là, en ce moment, le dessous du tablier du pont Chalifour est à 138 mètres au-dessus du niveau de la mer, fleuve Saint-Laurent. C'est ça. Donc là, ici, on a plusieurs rapports qui étaient en pieds, quelques rapports qui étaient en mètres. Plus le temps passe, plus les pieds disparaissent. Là. Je me souviens plus c'est quoi exactement cette cote-là. Divisé par 0,3048. Pour ceux qui... C'est bon. Donc ça va pour ça. Donc ça, c'est un graphique qui nous montre un peu que, finalement, des embâcles majeurs vont se situer au-dessus, les problèmes majeurs vont se situer au-dessus de cette espèce de zone bleue-là. Donc les effets de glace vont être majeurs pour Saint-Raymond. Je vous présente des résultats du modèle. Le modèle qui nous a été transmis, c'est un modèle qu'on n'a pas construit nous-mêmes. Donc, le modèle existait déjà. On l'a un peu travaillé. On l'a collé à la carte, maintenant, pour avoir vraiment une idée où est-ce qu'on se trouve, parce qu'avant, c'était sur une ligne droite. C'est un modèle dont la topographie date, on a des dates comme 2007 qui ont été évoquées. Le modèle de 1995 ressemble à celui-là, celui de 90 également, et puis celui des années 60 également. Donc, il y a quand même des détails de la topographie qui peuvent être mis à jour, mais en gros, les résultats, grossièrement, sont déjà acceptables à ce niveau-là. Donc, sur le modèle, on a 67 sections
de rivière. Donc, c'est quand même du gros travail qui a été fait. Le kilomètre 8.3, c'est l'amont du modèle. C'est en amont de l'estacade. L'estacade qui est ici au kilomètre 6.2, ça c'est pour les gens qui ne sont pas nécessairement de Saint-Raymond. Le kilomètre 5.3, c'est le pont Tessier, 200 mètres en aval, plus ou moins le pont Chalifour, le pont de fer, kilomètre 3.4, et la chute Panet au kilomètre 0.0. Sur le modèle que je vais vous présenter, c'est exprimé en mètres, donc 0, 3400, 5100, jusqu'à 8300. Okay? Donc ça, c'est la rivière vue de haut. Maintenant, je vous présente la rivière Sainte-Anne modélisée. C'est quand même pas rien, c'est assez simple, là, mais ça, c'est la rivière Sainte-Anne qui est modélisée à un débit faible de 18 mètres cubes par seconde à chute Panet, donc à faible débit, comme ce qu'il y a possiblement en ce moment, là, sans précipitation majeure. Sur ce modèle-là, donc vous voyez ici, chute Panet est ici, et on a, si vous voyez ma flèche, le pont de fer ici, les ponts Chalifour et Tessier et l'estacade et l'amont du modèle. Donc ce que je disais plus tôt dans la présentation, c'était qu'on avait une rupture, on avait une pente différente entre l'amont et l'aval. Vous voyez qu'on a quand même une bonne descente dans la rivière jusqu'à ce qu'on arrive à Saint-Raymond, puis par la suite c'est plat. Donc, ceux qui comprennent un petit peu la dynamique de la glace de la rivière vont voir que déjà là, il y a un indice qu'il peut y avoir des problèmes. Les points rouges ici, c'est le dessus, la cote 138.5, c'est le dessus des digues qui ont été construites dernièrement, juste ici à côté. Et la cote 137, c'est ce qu'on pense là, que c'est une cote où est-ce qu'on commence à avoir des problèmes, qui a été placée là, ici au pont Chalifour. Donc ça, c'est le modèle où est-ce qu'on a un peu d'eau qui coule. Okay? Donc ça, c'est un modèle qu'on appelle statique. Là. Vous ne verrez rien bouger. Là. C'est ça le modèle, ça ne bouge pas. Et puis là, maintenant, si on met une crue dans ce modèle-là, une crue, si je me souviens bien, 1000 mètres cubes par seconde. À chute Panet, 650 mètres cubes par seconde, ici dans la rivière Sainte-Anne, en amont de l'embranchement avec la rivière Bras-du-Nord. Donc, on commence à avoir une inondation ici au pont Chalifour. Par contre, on est très en dessous. On est un bon 0.5 à 0.8 mètres en dessous de la digue qui a été construite. Donc, ça, c'est le modèle, version préliminaire. Mais quand même, on a une idée. Et puis, on voit que là, le niveau d'eau, évidemment, à chute Panet qui est très haut. Et on a une pente dans la rivière et on a possiblement des inondations de part et d'autre de la rivière à certains endroits. Mais à Saint-Raymond, c'est quand même pas tant que ça. Maintenant, cette version du modèle-là, la zone assurée, ici, c'est le couvert de glace tel que mesuré par mes amis ici de la ville. Le couvert de glace, le Frasie, lors de l'hiver 2014. Donc, on a des épaisseurs, si ma mémoire est bonne, d'un 15 pieds au pont Tessier. 15 pieds de Frasie au pont Tessier. Donc, on a une bonne fosse à cet endroit-là, et la fosse qui a dû se remplir pas mal au complet de Frasie. Et puis, en aval du pont de fer, on a un beau couvert sans presque, on peut dire sans Frasie. Donc, tout le Frasie qui a été produit cet hiver a été stocké si on veut, en amont du pont de fer, beaucoup à Saint-Raymond, probablement également beaucoup en amont de l'estacade. Donc ça, évidemment, ça créait un niveau d'eau quand même assez important ici au pont Chalifour, donc la cote 135.5 plus ou moins. Il y avait toujours de l'eau sous la glace. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce que le modèle, évidemment, avec la bathymétrie qu'on a, nous montre qu'à plusieurs endroits, il y avait quand même pas mal d'eau sous la glace. Maintenant, c'est tout un défi pour des gens qui travaillent au-dessus de la glace de savoir si cette eau-là coule en rive droite ou rive gauche. On pense que nécessairement, il y a de l'eau sous le couvert de glace parce que le Frasie est trop compact pour faire percoler un débit assez important. Donc, forcément, on a des veines d'eau en quelque part, soit le long du lit, soit dans le Frasie. Mais maintenant, ça se peut que ce soit difficile à trouver. Parce que je sais que ça se peut que vous n'ayez pas trouvé d'eau, ça se peut. Je ne sais pas, je pose la question. Parce que je sais, l'eau coulait dans le bec, coulait comme un c'est ça. serpent. C'est ça, exactement. Donc, ce qu'on voit également, c'est ça, c'est que... On pognait de l'eau.
le chenal va commencer à se tracer des méandres sous la glace à travers le Frasie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit dans des cours d'eau là, de ce type-là qui sont engorgés de Frasie. Sur votre graphique, là, les Oui. pointes, vous avez comme ça, c'est des fausses. Ça représente Les des pointes, fausses. ça ici, c'est ça. Ça, c'est le fond de l'eau. Donc ici une fosse, ici une fosse. Sous le pont de fer, une fosse majeure. On a des fosses en amont et en aval des ponts. Évidemment, ça, c'est des fosses qui sont pas... C'est pas toute la rivière qui est profonde. Ouais, c'est ça. C'est possiblement juste un endroit à gauche. Parce que ça, cette ligne-là, j'aurais pu le mentionner avant, cette ligne-là, c'est l'endroit le plus profond sur la section. Évidemment, des fois, c'est un tout petit endroit, des fois, c'est à la largeur, mais des fois, c'est un tout petit endroit. Donc, c'est juste pour vous montrer que forcément, l'eau trouve un moyen de passer. Mais à plusieurs endroits, sur la plupart de la largeur de la rivière, on s'attend à ce que la Frasie soit directement sur le fond et qu'il n'y ait pas d'eau. Donc, sur la majorité de la largeur de la rivière. Vous savez, là, entre le pont de fer et l'autre. Exactement, comme ici. Là, on s'attend à ce qu'il y ait un peu d'eau qui passe, qui serpente, et puis de part et d'autre de cette espèce de méandre-là, c'est du Frasie qui est directement à côté sur le fond. Et puis là, j'entends l'opérateur de la grenouille me dire, ben c'est ça, là. c'est pas facile à faire flotter quelque chose où il n'y a pas d'eau, là. Donc, donc ça, c'est le résultat. Donc ça, c'est cet hiver. Ça veut dire aussi que la partie bleue, ça a été toujours au même niveau, la partie bleue en bas. Il y aurait quand même plus d'espace dans le lac, c'est comme un lac. Ouais, c'est ça. Là, il reste plus d'espace en amont du pont de fer. Donc, c'est toujours là qu'il y a nos embarques. Et là, ça arrive pour passer en dessous, ça passe. C'est ça. C'est ça. C'est que là, associé à ça, on a également les vues latérales du modèle. Mais juste pour le moment, dans le fond, ce que ça vous dit, c'est que ça, c'est l'endroit le plus profond de la rivière. Puis l'endroit le plus profond, il y a presque pas d'eau. Donc forcément, sur le reste de la rivière, là, c'est une veine d'eau, finalement, qui circule. C'est ça. Donc ça, c'est le modèle. On n'a pas fait grand-chose. Le modèle des données qui nous ont été fournies avec les données de glace qui ont été fournies. Donc ça, c'est par magie, c'est ça qui apparaît, en gros, avec un petit peu de calcul. Ça veut dire que ça faible débit, le Frasie, s'accumule vraiment au centre-ville. C'est ça? Oui, puis à faible débit, c'est pas mal tout le temps l'hiver. Ouais. Donc, ouais. Ça veut dire que côté du Frasie, ce serait quoi? Ça serait de chauffer un faible débit d'eau? C'est-à-dire on peut y revenir, ça fait partie des solutions donc de notre mandat. Là, on peut en discuter plus tard, mais c'est une piste de solution. Là. Il y a un problème de Frasie qu'on peut voir ici. Maintenant, oui. Près du barrage, il n'y a pratiquement pas de dénivelé. Théoriquement, le Frasie devrait s'accumuler parce que, moi je connais dans le coin, là, la rivière est large, donc il n'y a pas beaucoup de courant. Mm-hmm. S'il n'y a pas beaucoup de courant, la rivière est large, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Théoriquement, le Frasie devrait s'accumuler là, mais il ne s'accumule pas. Ce qui se passe, c'est que le Frasie a trouvé un endroit en amont où s'accumuler. Donc le Frasie, finalement, c'est pas rendu. Okay. Donc c'est ça qu'on pense. C'est qu'une fois que le couvert de glace est fait, c'est que je sais pas comparer ça à quoi, là, mais c'est le Frasie a trouvé de la place au centre-ville, n'a pas eu besoin d'aller chercher plus loin, en gros. Et le Frasie, il a tendance à flotter, donc il va se coller en Exactement. dessous de la glace. Puis s'il y a quelque chose qui le retient, il va rester là, puis là, il va s'en accumuler toujours de plus en plus. C'est ça, jusqu'à ce que les fosses soient pleines. Puis à ce moment-là, c'est comme le graphique là, de la rivière Lagrande. Là, l'eau commence à circuler dans des espèces de tunnels à forte vitesse. Forte vitesse étant relatif, là, 1 mètre par seconde, c'est quand même assez pour amener du Frasie. Et puis, ça va aller plus loin. Mais là, on parle quand même qu'on a eu un hiver qui est très rigoureux. On a eu beaucoup de Frasie. Puis c'est seulement ça qu'on a réussi à faire. Donc, avant de réussir à remplir Chute Panel, il va falloir qu'on ait un hiver bizarre. Ouais. En tout cas, d'après moi. Là. Pardon, mais Ouais. des années 74 à 86, Ouais. du Frasie, il n'y en avait pas dans la rivière, on n'avait pas d'inondation. 74 à 86. Oui. Donc, on regarde les données météo. Oui, mais c'était minime. 74 à 86. Oui, il y en avait des grosses. Mais possiblement par le Frasie, est-ce qu'il y en a eu entre 74 et 86? Non. C'est drôle, c'est le même barrage, puis maintenant notre barrage fait du
fragile, puis en 74, on faisait Ben, pas. Je pense que je vois son explication, là, le fragile, il se ramasse dans les fosses. Oui. Quand, en 74, ils ont creusé la rivière, il y en a trop, c'était tous des gars. Fait que le fragile s'en allait. C'est pour ça que ça m'accumule la fois devant vous. D'après l'explication ici. C'est sûr qu'on a eu du dragage qui a été fait dans ce coin-là. Maintenant, l'hiver ressemblait à quoi? Pendant plusieurs hivers, des fois, pendant une dizaine d'années, on a des courants océaniques du Pacifique qui font que l'hiver est tel scénario pendant assez longtemps, puis là, on change de scénario 10 ans plus tard. Donc, il faudrait qu'on regarde aussi avec les données climatiques. On a aussi le fait que même si on a eu la même quantité de froid, dépendamment comment il a été distribué, avec les tempêtes de neige, le couvert de glace était formé où, etc. Donc là, j'ai parlé de frasie, j'ai parlé de quand il fait froid, il y a du frasie de produit. Mais si on a une grosse tempête de neige, la neige qui se dépose dans l'eau qui est à zéro, ça fait le même effet. Donc ça représente du frasie aussi. Donc, dépendamment des années, qu'est-ce qu'on a, c'est... on a déjà vu l'estacade sur des photos où est-ce qu'il n'y a plus d'estacade. Le niveau d'eau en amont et en aval de l'estacade est horizontal. Donc ça, c'est stockage massif de frasie en ville. Et puis, sur notre modèle, on ne réussit pas à refaire ça cette année. Le problème cette année, possiblement qu'il y avait beaucoup de frasie, mais c'est surtout l'épaisseur des couverts de glace, puis le coup d'eau majeur qu'on a eu, avec des chutes de neige tout le temps qui ont protégé le couvert de glace contre la fonte. Donc, ça peut être des scénarios... Il y a tellement de paramètres, comme j'ai dit au début, là, l'espèce de diagramme avec un paquet de flèches, il y a tellement de paramètres qu'on ne peut pas juste dire les pelures d'oignons sont épaisses cette année qu'il va y avoir des embarques. C'est vraiment... il faut faire tourner pas mal de machines. Là. En ce moment, il n'y a pas de modèle qui peut nous dire qu'est-ce qui va se passer. Donc, il faut utiliser notre jugement. Puis, souvent, notre jugement arrive sur le tard. Où est-ce qu'on, après que les problèmes soient arrivés, on dit « Ah, ben c'est pour ça. » Mais là, ce qu'on essaie de chercher ici, c'est de prendre l'avance sur les événements. Là. Donc, ça, c'est un moyen défi. Benoît? Oui. On voit qu'au centre-ville, la glace est beaucoup plus épaisse. Oui. 2 puis 3 fois plus épaisse. Oui. C'est le frasie. C'est le frasie, c'est ça. Ici, là, dans le modèle, c'est des épaisseurs de frasie, puisque la glace, en gros, c'était, sur les données qui m'ont été transmises, c'était du 60 à 80 cm. Le reste, là, c'était du frasie. Exactement, oui. Si, entre le pont Frère et le pont Chalifour, la crête qui était 132 était ramenée à 120, c'est-à-dire 6 pieds de moins. Oui. Ça faciliterait probablement l'écoulement du fraisier. C'est-à-dire que si vous créez une fosse, le frasie va se déposer, mais le niveau d'eau va possiblement quand même être plus bas. Ça peut être une piste de solution. Ouais. C'est sûr que quand on regarde ça, comme j'ai dit, ça c'est les points les plus bas d'une section. Ça ne représente pas exactement ce que vous verriez là, si vous aviez la rivière devant vous là, sur une maquette très très précise. Mais c'est sûr que la piste du dragage a été évoquée à plusieurs reprises. Puis c'est ce qu'on croit aussi, c'est parenthèse, c'est que quand ça a été dragué, quand la rivière Sainte-Anne a été draguée, bien, elle a été draguée d'environ ici jusqu'à l'estacade. Donc les sections profondes que vous voyez ici, c'est ça qui a été dragué. Donc avant la rivière était probablement environ à cet endroit-là, et puis le fond montait en ligne droite, possiblement jusqu'à l'estacade. OK? Donc ça, c'est finalement, on a créé une zone de stockage de fraisier en ville. Est-ce que ça a empiré le problème? Je ne pourrais pas dire. En ce moment, là, il faudrait voir, on a plusieurs scénarios là, à regarder avant de dire c'est ça le problème. Parce que si on a une fosse, bien, il y a de la place pour créer le fraisier, puis le niveau d'eau n'augmente pas nécessairement drastiquement si on remplit une fosse de fraisier. C'est lorsqu'on commence à avoir des sections, des rétrécissements, où est-ce que là, l'eau ne peut plus passer, que là, on commence à stocker beaucoup plus de fraisier, le niveau d'eau augmente, puis là, on crée un cycle, là, finalement. Aujourd'hui, on se posait une question justement sur le barrage de Chupanet. On le passe, on le monte, on le prête, un petit peu, tout ça pour dire si on ouvrirait la pile tout l'hiver, mais il y aurait peut-être plus de courant. Mais là, je vois que son graphique, finalement, ça baisserait le niveau du lac. Donc, ça ferait moins d'espace encore au pont de fer quasiment. Si tu baisses le niveau du lac, ouais. 132 devient 130, et 1. Ça ferait encore moins d'espace là, ça serait encore plus. Ça serait différent. Ça serait différent.
Euh, Le modèle, ça se fait. Ouais, c'est ça. Non, ça va être quelque chose qu'on va tester. Dans le fond, nous, ce qu'on va essayer de reproduire, c'est les mêmes volumes de glace pour différents niveaux. On va voir où est-ce que la glace possiblement irait parce que le modèle, finalement, le modèle, on lui donne la glace, puis c'est lui qui modélise la glace. OK? Donc, on peut faire ça. Oui. Est-ce que les digues ont créé un problème avec le temps? En Euh, fait, monter peut-être le couvert de glace? Il y a une théorie qui dit que les digues peuvent empirer les problèmes de glace. Est-ce que ça a été le cas à Saint-Raymond? C'est pas certain. C'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde encore. Donc, est-ce que ça va pour ça? Oui. Là, à cause de l'échelle, Oui. ça a l'air des fosses absolument abyssales. Là. Ouais, ouais. Mais en réalité, C'est pas grand-chose. je regarde ça, là, il y a 1, 2, 3, au gros maximum 4 mètres, on parle d'une douzaine de pieds. C'est ça. À 16 certains pieds, endroits. c'est ça, 15 pieds, là. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Là. C'est pas abyssal comme ça semble. C'est sûr que là, on parle de milliers de mètres versus des échelles de 2 mètres. C'est sûr que là, on a compacté votre rivière ici pour que ça fitte sur un écran d'ordinateur. Mais non, c'est ça. Mais quand même, en gros, ça montre que à certains endroits, on a des trous dans la rivière. Ces trous-là peuvent être faits suite au dragage, ou ça peut être des trous qui sont plus naturels, qui sont faits par des tourbillons. Une autre question que j'avais. Pourquoi que l'eau, ça coule pas droit comme dans un tuyau? Pourquoi ça serpente? Si vous voulez que ça coule droit, il faut pouvoir mettre un tuyau. Non, c'est... Je l'explique tantôt dans... Ah, parfait. Ben, je veux pas brûler le punch. Ouais, Il y a une présentation après à cet effet. Une dernière petite question. Oui. Le 0 km, ça, c'est vraiment le barrage terminé. C'est Chute Panay. À Chute Panay. Oui. Le dessous du barrage, c'est à peu près 132 et... 132,6. 132,6. Si Ouais. on serait capable de modifier le barrage, justement, comme on a déjà parlé avec une centrale ou peu importe, on serait capable de faire fluctuer le niveau, donc monter le niveau, exemple, d'1 mètre, ou le baisser. Ça pourrait peut-être aider éventuellement le centre-ville. Exactement. Exactement. C'est sûr qu'en jouant avec le niveau d'eau, on va créer quelque chose de différent. Maintenant, ce qu'on veut, c'est créer quelque chose de différent qui ne crée pas d'inondation. C'est ça. Est-ce qu'on peut jouer avec? Ça fasse pas ce qu'on veut. Donc, si je continue ici, le même modèle avec l'embâcle de cette année. Donc, ce qu'on a vu avec... Ce que j'ai fait avec le modèle, c'est que ici, on a pris la glace qui existait, on lui a permis de faire un embâcle et les endroits où est-ce qu'il n'y avait pas de glace sur les photos aériennes, on a enlevé la glace. Ce qu'on reproduit ici, c'est à peu près l'inondation de cet hiver, où est-ce qu'on n'a pas atteint le dessus des digues, mais tout juste. Et puis, on a atteint la cote là, de 138 au pont Chalifour, plus ou moins. Donc, c'est ça qui a créé finalement l'inondation de cette année. Donc, ça, c'est une représentation de ce qui a causé des problèmes. Oui. Ça a été plus que 138,5, ça a passé par-dessus le long de Monseigneur Vachon. Ça a passé par-dessus la digue. Oui. Ça coulait par-dessus. Par-dessus la digue? Bon, ben écoutez, moi, dans le fond, c'est de l'information qui me manquait. OK, il va falloir qu'on collecte cette information-là. En ce moment, je pense, de mémoire à la cote 138,45. Et puis, j'ai juste à changer un petit paramètre dans le modèle et puis je passe par-dessus. On a mesuré là, dans le secteur de la rue Saint-Louis 138,7. 138,7? Ouais, la rue Perrin, 138,7. OK, ça, OK. Donc ça va être le fun, prendre ces données-là et essayer de remodéliser l'embarque. Ça, c'est une version que j'ai faite en une dizaine de minutes, là, une version préliminaire, là, je suis pour dire. Là. Mais quand on va s'asseoir, qu'on va voir les cotes exactement, on va pouvoir vraiment cerner c'est où les épaisseurs de glace, puis etc. Là. Donc, parfait. Donc ça va être un échange intéressant qu'on va avoir. Mais en gros, le profil de l'embarque pouvait ressembler à ça, en gros. Donc, Saint-Raymond 2012. Une photo qui a été prise, je pense, par la SQ. Et puis Saint-Raymond 2014, Urgence Port-Neuf. Donc, c'est un peu sur ça là, qu'on s'est basé. Où est-ce que le pont de fer est ici. En aval du pont de fer, on est à l'eau libre. On a un embâcle ici, un couvert de glace intact.
on a un petit couvert de glace intact ici, mais surtout une espèce d'embarque, des espèces de monticules de glace de plusieurs mètres d'épaisseur. Donc, c'est ce qui est à peu près dans le modèle que je viens de vous montrer. Ça aurait pu être pire. Non, faut être positif un peu. Des photos d'archives du Nouveau-Brunswick. Des photos d'archives du Nouveau-Brunswick aussi. Un pont qui est quand même assez fragile, qui n'est pas fait pour supporter des efforts latéraux. Donc, on se dit que, bon, Saint-Raymond était inondé, il y a du monde qui a été éprouvé. On travaille là-dessus. Puis en même temps, il y en a qui sont pires que nous. Fait que on sympathise avec tout ce monde-là. Le Nouveau-Brunswick est quand même connu pour des inondations majeures aussi. Quand je dis que Saint-Raymond, au Québec, c'est une des villes et des points chauds par rapport aux glaces, le Nouveau-Brunswick aussi a ses points chauds qui sont bien documentés. Donc, la particularité de la rivière Sainte-Anne à Saint-Raymond, donc comme j'ai dit, une des villes les plus inondées là, par les glaces et sans glace au Québec. Premièrement, ce qui caractérise Saint-Raymond, c'est une rupture de pente de la rivière. Donc, on a des rapides et des seuils en amont de l'estacade, donc des zones de production de phrasie, des zones où est-ce que le couvert de glace se mobilise de manière précoce. Et par la suite, on a la pente faible en aval de l'estacade à Saint-Raymond, dans le barrage de Chute-Panet, parce qu'on a là des zones de stockage de phrasie et par la pente qui est faible, donc les glaces n'ont pas assez de puissance pour traverser la ville, donc s'arrêtent et créent un embâcle, soit en aval de la ville, soit immédiatement en amont, soit directement au centre-ville. Donc ça, c'est le constat numéro 1. Les ponts, les courbes, les rétrécissements qu'on a dans la rivière, c'est très difficile de dire si c'est ça exactement qui cause un embâcle, mais on sait que c'est des facteurs en théorie qui n'aident pas le passage des glaces, donc qui créent des obstacles potentiels pour initier un embâcle. Les solutions qui ont été mises en place à ce jour, on a des digues, donc en plusieurs étapes dans les années 50, 70, 2009, 2007, la dernière, 2009. L'estacade, de 74 à 76 de mémoire. Le dragage, des modifications au chenal, il y a des îles qui ont disparu, on a tenté de rectifier le chenal. Le dragage qui a été effectué là, de manière majeure là, en même temps que l'estacade. On a d'autres dates là, à définir qui se trouvent dans des rapports ou dans la mémoire des gens, parce qu'il y a des rapports qui sont incomplets, oui. En quelle année est-ce qu'on a commencé à traiter les eaux usées, avoir un collecteur et puis de prévoir des bouts? 97. 97. 1997. Ça, c'est l'usine des... Les égouts s'en allaient dans la rivière, c'est une eau un petit peu plus chaude que ouais. l'apport d'eau normale. Oui, exactement. Ça fait partie des informations qu'on veut avoir puis qu'on étudie. Est-ce que ça va? Oui? Oui. Parfait. Maintenant, le mandat de l'Université Laval, donc brièvement, le titre qu'on a donné en ce moment au document, c'est la réduction du risque d'inondation causée par les glaces de la rivière Sainte-Anne à Saint-Raymond. Okay? Donc, ça, c'est le titre. Le risque, ça, c'est le mot le plus important que dans ce titre-là. Le risque, c'est l'aléa multiplié par la vulnérabilité que tu vas présenter tout à l'heure. OK, c'est bon. D'un côté plus ingénierie, on s'attaque au problème avec des chiffres de fréquence, donc combien de fois par année ou à chaque combien d'années, multiplié par des conséquences en termes monétaires, donc qui nous donnent des dollars par année en moyenne. Donc ça, c'est le risque en dollars par année qui est quantifié. L'objectif, c'est d'identifier les meilleures solutions permettant de réduire les risques en considérant le milieu naturel, humain, côté pratique, les coûts, la durabilité des solutions. Et prioriser les actions, les répartissant selon 3 horizons, donc court terme, ce qu'on peut faire immédiatement pour pas que ça se reproduise l'hiver prochain, moyen terme et long terme. Okay? Donc, j'en dis pas beaucoup plus là, sur le mandat, c'est ça sur quoi on travaille en ce moment. Les solutions vont être classifiées comme suit. Donc, premièrement, on va tenter de réduire... Oui? Avant ça, sur le risque, oui. On entend parler des risques d'inondation au 10 ans, au 100 ans. C'est quoi ça? On a eu des centenaires en 3 ans. Là. Oui.
le risque a la composante, donc fréquence, et la composante, si on veut, d'argent, de conséquences. Ce à quoi vous référez là, c'est la fréquence d'un événement. Okay? Les digues qui ont été conçues, qui ont été construites en 2009, c'est une solution pour des inondations à l'eau libre, okay? Donc sans glace. Donc vous voyez mon graphique que j'ai montré tout à l'heure avec la courbe en rouge. Okay? Donc ça protège Saint-Raymond contre une crue supérieure à la crue centenaire. Par contre, avec mes glaces, je peux assez facilement aménager mes glaces. Si vous me le demandez, je peux le faire. Là. Je peux aménager mes glaces pour inonder Saint-Raymond à très très bas débit avec de la glace. Okay? Donc c'est pour ça que la fréquence des inondations par la glace, ce n'est pas la même chose que la fréquence des inondations à l'eau libre. OK? Donc j'en conclus que les 0,20 à 0,100. oui, tout ça. C'est difficile à prévoir, mais les digues comme telles ne nous protègent pas. C'est-à-dire qu'il y a une protection jusqu'à ce que l'eau arrive par-dessus la digue. C'est le principe d'une digue. C'est ça qui est un peu plate. Maintenant, pour ce qui est de la récurrence des événements avec glace, c'est un point chaud dans notre domaine en recherche sur les glaces. On est en train d'essayer de définir des méthodes pour calculer les zones 0,20 ans, 0,100 ans d'inondation avec les glaces, OK? Qui vont probablement être beaucoup plus larges que ce qu'on obtient là, sans glace. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en ce moment. Donc, si vous demandez au ministère, le ministère trace des zones 20 ans, 100 ans sans glace. On a des collègues en Finlande qui commencent à s'attaquer à tracer à tracer des cartes de 0,20 ans, 0,100 ans avec glace. Ici, on n'est pas encore rendu, on travaille sur ça. Et puis, pourquoi est-ce que Saint-Raymond ne serait pas la première candidate là, au Québec pour avoir ce genre de carte-là? Ça veut dire que ça pourrait changer la zone à risque, élargie. Absolument. Ou, disons, diminuer, ou on peut dire diminuer la fréquence. Donc, la zone 0,20 ans à l'eau libre serait maintenant la zone 0,2 ans avec la glace. Mais ça, encore là, on veut pas trop mettre d'énergie là-dessus parce que notre mandat, c'est d'essayer de réduire ce risque-là. Donc, on ne veut pas commencer à tracer une carte qui sera plus bonne une fois qu'on va trouver des solutions. Évidemment, si on en trouve. Oui. On parlait des digues. Ouais. Les digues, c'est merveilleux à l'eau de l'air. Ça ne vaut pas de la merde avec les glaces. Ben, dépendamment des scénarios. Ouais. L'eau revient vers l'arrière. Ouais. Là, les digues, ça ne vaut rien. Même si l'eau n'est pas à la hauteur de la digue, elle revient vers l'arrière et va traverser au bord de la digue. Ouais, ouais. À l'eau de l'air, c'est parfait. Puis avec des glaces, ben, il va falloir travailler sur. C'est-à-dire que là, il y a eu un investissement à Saint-Raymond de plusieurs millions de dollars qui s'appelle des digues. Maintenant, on a un investissement de plusieurs millions de dollars qui s'appelle l'estacade. On a des investissements un peu partout qui ont été faits. Selon certains, ça marche un peu. Selon certains, ça ne marche pas beaucoup. Maintenant, on va essayer de trouver des solutions qui vont nous permettre de rentabiliser un peu ces investissements-là, à savoir l'estacade qui existe. À la place de dire « ça ne sert à rien, on démolit ça », on va peut-être essayer d'étudier comment est-ce qu'on peut la rendre encore plus utile. Puis les digues qui sont construites en ce moment, que les contribuables ont payé pour ces digues-là, c'est sûr que ça peut être frustrant pour la population qui est inondée. Maintenant, notre mandat, ça va être d'essayer de trouver un moyen que ces digues-là protègent la population avec les glaces le plus souvent possible. Donc, on n'en veut pas aux digues, on n'est pas fâché contre les digues, mais on n'habite pas ici non plus. Contre les digues, je dis tout simplement, c'est ce qui se produit. Oh, ouais, je comprends. À l'eau de l'air, c'est parfait. Oh, ouais. C'est sûr qu'à l'eau de l'air, les digues empêchent de renverser chaque bord, mais quand il se produit dans la banque, ouais. Là, l'eau, même quand on ne pas par-dessus les digues, elle passe par l'arrière, elle revient par l'autre bord. Ouais, OK. Ça ne protège plus. Il va falloir fermer, il va falloir boucler la boucle. Hein? Exact. Ouais. On va faire des digues jusqu'au cantoyer. C'est ça, jusqu'au fleuve. Il y a quand même un phénomène qu'on n'a jamais vécu encore. Nous, ça me fait 2 expériences qu'on a avec les glaces. Ouais. La journée qui arriverait, comme l'an dernier, un débat, puis les glaces seraient brisées
entre le pont de fer, puis, comment dire, là, il y avait encore un couvert de glace à un certain endroit, on n'a pas été capable de briser. Mhm. La journée que ça arriverait une débarque comme ça, puis ça, tout le centre-ville, le couvert de glace serait brisé. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va passer? Tout va descendre? Ça, on n'a jamais vécu encore. En théorie, si vous enlevez la glace sur tout le chenal ou même juste sur la moitié, en théorie, c'est une solution. Okay. Donc, ça fait. S'il serait brisé, tout arrête de descendre. Les voies remonter. C'est-à-dire, si c'est brisé, pas nécessairement. Parce que si vous brisez le couvert de glace, mais vous laissez là, vous créez possiblement des blocs de glace qui vont aller faire un casse-tête dans la banque. Là. Okay? Donc, c'est pas aussi simple que de casser le couvert de glace. Ça peut être une solution et ça peut marcher une année, mais pas l'autre. À ce moment-là, là, tout le monde va être un peu mélangé. Une solution, c'est d'enlever carrément, c'est de le casser puis de le retirer. À ce moment-là, vous créez un chenal où est-ce que les glaces qui viennent de l'amont, où est-ce que l'eau peut passer. Donc ça, c'est plus une piste de solution qui pourrait fonctionner. Ça peut être hasardeux, elle peut aider, mais elle peut nuire aussi parce qu'elle peut faire créer des nouveaux emballes parce que les glaces vont bouger. La grenouille est opérée par des gens qui connaissent énormément ça et puis l'opérateur de la grenouille s'assure que les glaces qui cassent partent avec le courant. En général. Okay. En général. C'est ça. C'est pas ça que c'est produit. Exactement. Ça, c'est ce que j'ai entendu. La glace reste là. C'est ce que j'ai entendu. Puis, ça devait être assez frustrant pour l'opérateur. Ouais. Et puis, ça crée un résultat aussi frustrant pour tout le monde. Mais la grenouille aussi représente une piste de solution quand même. Donc, c'est sur quoi on travaille sur ça. S'il y avait eu de l'eau en dessous, la grenouille elle aurait fait un très bon job. C'est ça. C'est ça. Mais la glace, tout reste là. C'est ça qu'on a entendu, oui. Ouais. Et ça aurait pris une pelle ordinaire, elle aurait fait la même job cette année. Ouais, une pelle mécanique normale. Il y aurait pas eu de danger qu'elle Ben là, on a vu le niveau, il y a un bout qu'elle peut faire sur le bord de la rivière. Il n'y a pas d'eau. Est-ce que ça va? Je vais juste terminer ça, puis on discutera un peu. Bon, donc, réduction de la fréquence. On va également s'attarder sur la réduction des conséquences des inondations par les glaces. Et puis, là-dedans, on va parler de travaux en rivière, donc des travaux, des solutions qu'on dit structurales, en amont, en aval et localement, donc à Saint-Raymond. Des travaux en rivière, donc, on parle de structure, on parle de bouger des sédiments, etc. Donc, c'est ce genre de travaux-là. Maintenant, il y a aussi des travaux sur la glace. Donc, la grenouille, c'est un exemple de travail sur la glace. En amont, localement et en aval, il y a des solutions qui peuvent s'appliquer un peu partout. Pour la réduction des conséquences, on a des systèmes de détection, d'alerte de la débâcle qui peuvent nous aider à réagir, à évacuer à temps, etc. On a des travaux structuraux en ville, comme piste de solution, quelques-uns. Puis on a des informations, éducation, qui est un autre volet également. Donc, en gros, en ce moment, on a une quarantaine de solutions que je ne vous mentionnerai pas aujourd'hui. On travaille encore là-dessus, ça fait partie du mandat, mais ils vont être classifiés selon cet ordre-là. Donc ça, c'est pour notre mandat. Et puis je prends... j'ai pris quelques questions. Je peux peut-être en prendre encore. Je sais qu'on avait d'autres présentations, mais oui. Ça veut dire une place qu'il y avait... Saint-Rivière, il avait fait des trous avec une tarière pour affaiblir la glace. Et que ça avait été profitable. Oui. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit? Il y a une firme en ce moment au Québec qui fait ça. Oui. C'est une firme qui a beaucoup d'expérience en glace. En fait, c'est probablement des gens qui ont le plus d'expérience en glace là, en termes de terrain. Les trous pour faciliter la rupture, la fonte d'un couvert de glace représentent une solution envisageable. Maintenant, est-ce que c'est bon partout? Pas nécessairement. Okay? Par exemple, si vous avez l'estacade à Saint-Raymond, certaines années, retient des glaces. Si vous faites des trous un peu partout puis vous réduisez la taille des blocs de glace, ces blocs-là vont passer par l'estacade, par le peigne, puis vont arriver à Saint-Raymond. Donc, vous êtes aussi bien, par exemple, de ne pas faire de trous en amont de Saint-Raymond. Donc, ça, c'est le genre de raisonnement qu'on a. Donc, les trous, ça peut être bon, pas partout. Si vous faites des trous à des endroits où il n'y a pas d'eau qui passe,
c'est proche de servir à rien aussi. Donc, il faut qu'il y ait de l'eau. Donc là, à ce moment, c'est une solution. On n'a pas une solution qui va régler tous les problèmes. Ça va prendre un bouquet de solutions qui, si elles sont appliquées ensemble, vont réduire le risque. Donc, et puis les trous peuvent être un élément de ce bouquet-là. Juste peut-être un autre point par rapport au mandat. Benoît dit on regarde une quarantaine de solutions et c'est vrai, on a fait la matrice puis tout ça. Et je pense qu'on dans les 40 solutions, on a écouté tout le monde. Puis moi personnellement, j'ai pas vraiment entendu de mauvaises idées. Tu sais, il y a vraiment là, le monde il amène des idées, puis les idées sont vraiment bonnes. Maintenant, un petit peu notre mandat, c'est de dire, OK, l'idée est bonne, par exemple, l'idée des trous est bonne. OK, mais est-ce que on classe comment cette solution-là? Est-ce qu'elle va servir à toutes les années? Non, c'est sûr. Est-ce qu'il va servir partout? Non, c'est certain. Est-ce que ça peut aider un peu? Oui. Maintenant, si ça aide un peu, qu'est-ce que ça prend comme engagement envers la ville? Est-ce que la ville veut donner un contrat de 25 000 chaque année pour faire des tours? Puis avoir cet engagement-là pour les 100 prochaines années? Alors, nous autres, on essaye de vous donner notre avis. Quelles sont les solutions les plus prometteuses? Et par exemple, je prends juste l'exemple des trous, là, mais je pourrais parler de n'importe quel des 40. Peut-être que cette année, parce qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place une solution plus durable, plus structurelle, quelque chose, peut-être cette année c'est quelque chose qu'on voudrait faire. Mais peut-être pas après. Mais il faut... c'est ce qu'on voit à date, on ne voit pas nécessairement une solution qui fait tout, qui est facile à faire, qu'on peut faire tout de suite, qui est pas coûteux, qui est durable, qui est environnemental, qu'il n'y aura pas de problème d'avoir des permis et tout le reste. Ça fait qu'on essaye avec des outils comme le modèle que vous avez vu, avec le raisonnement, avec notre expérience, de classifier les solutions. Est-ce qu'on peut faire quelque chose à court terme parce qu'on veut réagir? Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui n'est pas trop coûteux parce qu'il faut chercher des sous? Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui va être accepté par le ministère? Parce que si on propose une solution, puis c'est pas acceptable par le ministère, puis il n'y a pas de permis qui va être donné, ça ne donne rien non plus. Ça fait qu'on essaie de vraiment réfléchir de ramasser toutes les données. Comme ce soir, on a des compléments de données qu'on n'avait pas nécessairement avant. Puis on va continuer à chercher des données, à les travailler, à faire des calculs, à faire des modélisations, puis ensuite donner un avis à la ville, dire, bien, selon notre jugement, voici ce qui est le plus prometteur. Et ça se peut qu'une idée soit très, très bonne. Techniquement, c'est bon, c'est pas cher, c'est peut-être efficace, mais socialement, c'est pas acceptable. Du point de vue du gouvernement, c'est pas légal. Je donne l'exemple, dynamiter un embarque. Mettons que c'est acceptable. Je dis pas que c'est efficace, mais mettons que ça serait efficace. Mais avant que le ministère vous laisse dynamiter un embarque aujourd'hui, c'est pas facile. Ça fait qu'on essaie de jouer, mais pas de jouer, mais d'apporter un jugement par rapport à toutes les solutions, pour vous faire des recommandations. Et ensuite, on veut vous écouter. On va vous dire, bien, voici notre lecture de la situation. On a regardé les processus, on a regardé une série d'hiver et tout ça, et voici notre constatation, voici le problème majeur, mais il faut aussi régler ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là.
Et voici l'éventail des solutions qu'on pense pour être le plus permettant. Puis ensuite, vous écoutez, avoir votre feedback et voir, et aussi voir avec le gouvernement, le CHQ, tout ça, ils vont donner leur avis aussi, pour voir comment on peut développer après. Ça, c'est une compréhension de notre mandat, si on a bien compris. Ben, merci beaucoup, M. Moore, M. Turcotte, d'être venu faire cette présentation ce soir. Je pense que ça va être utile au déroulement du reste de la démarche. Donc, merci.